La morale marxiste par Henri Lefebvre. Le marxisme, matérialisme dialectique, apporte d'abord une critique des morales passées, et ensuite des indications pratiques et théoriques pour fonder une morale nouvelle. 1. Les morales passées que les historiens reconstituent exprimèrent en un sens les conditions d'existence données et inévitables. Tant que les conditions de l'accomplissement humain n'étaient pas réalisées ou réalisables, tant que la puissance humaine sur la nature restait bornée, il fallait bien que les êtres humains bornassent leurs désirs. Tant qu'ils restaient faibles devant la nature, il fallait faire de nécessité vertu, et donner une valeur morale à l'inévitable impuissance devant la mort, devant la souffrance, devant les problèmes insolubles de la vie. Sans cesse, les désirs de l'individu franchissaient les limites permises par les conditions d'existence. De la mesure, l'individu passait par la démesure. Il fallait donc donner à ce fait la mesure, la limite infligée aux individus par les conditions d'existence et le niveau de développement, la valeur d'une règle et le sens d'une discipline sociale. Les individus qui s'affranchissaient de la règle se trouvaient tantôt les moins doués, les plus violents et les plus brutaux, tantôt les mieux doués. Criminels et génies tombèrent donc sous la même réprobation morale, qui exprimait la moyenne sociale, le niveau de développement moyen atteint matériellement et spirituellement par la société considérée. Cependant, les mœurs et les morales n'exprimaient les conditions d'existence que sous forme indirecte, confuse, aliénée, ou si l'on veut, elles exprimaient les conditions de l'existence humaine aliénées. Par conséquent, jamais les règles, les disciplines, les sanctions et les répressions inévitables n'apparurent dans leur vérité pratique et leur sens réel. Toujours elles se rattachèrent à des décrets mystérieux, à des puissances obscures. Mœurs et morales passées, à quelques exceptions près, la morale épicurienne par exemple, furent donc théologiques ou métaphysiques. La règle pratique se donna toujours pour la conséquence d'un impératif transcendant. L'action conforme à la discipline prit le prestige mystérieux du mérite, de la grâce et de la vertu. Quant à l'action non conforme, elle fut généralement évaluée selon un barème d'origine obscure et reçut les noms bizarres de péché, de faute, de souillure, entité difficile à définir clairement, à la fois matérielle et mystique. Et maintenant, le mécanisme de l'aliénation morale se trouve démontré. En premier lieu, parce qu'elle condamnait l'exceptionnel et le nouveau. Mœurs et morales tendirent toujours vers la fixation et l'immobilisation de la société. Toute initiative, celle du criminel et celle du génie, celle du destructeur et celle du créateur, se trouvant rejetée, la morale et les mœurs régnantes sanctionnaient nécessairement le statu quo. Qu'il s'agit des vertus de citoyens antiques, du guerrier féodal ou du commerçant capitaliste. Face à la morale, les initiatives criminelles ou créatrices se confondirent nécessairement, dans une confusion qui dure encore. La réprobation morale commença toujours par frapper l'individu audacieux, l'atteignant souvent au cœur de sa pensée, mettant en lui le scrupule, le doute, la mauvaise conscience. L'histoire des actions humaines comme des pensées peut en témoigner. Deuxièmement, les morales affectèrent actions et pensées d'un coefficient illusoire, d'une résonance mystificatrice. Par exemple, la simple patience devant les limites de l'activité individuelle ou devant la souffrance prit l'apparence d'une vertu, la résignation stoïcienne ou chrétienne. Une situation très simple, une passivité inévitable, prirent alors, pour le moraliste et pour le moralisé, une importance et une valeur énormes. De là à volontairement souffrir ou se limiter pour éprouver cette impression d'importance morale, il n'y a eu qu'un pas, vite et souvent franchi. L'homme alors se précipite vers ses chaînes, croyant y trouver sa liberté. Au moment où il se heurte à ses bornes et éprouve douloureusement le caractère fini et limité de son être, il croit rencontrer l'infini moral. L'expression grandeur morale est trompeuse, car la morale ne fait jamais que codifier et légaliser, à l'intérieur de l'individu, sous forme de conscience morale, à l'extérieur, sous forme de sanction et de prédication. La pratique morale moyenne à un moment donné. Au cours de l'histoire donc, un progrès quelconque n'a donc pu s'accomplir que malgré les morales régnantes ou contre elles. Lorsque les conditions d'existence changeaient, les morales régnantes tentaient de freiner ou de dissimuler ces changements, jusqu'au jour où quelque inventeur en morale tentait d'adapter les valeurs acceptées aux conditions nouvelles. Et pour cela,
se laissait persécuter encore qu'il rendit à ses valeurs le service de les sauver. Socrate, par exemple. Troisièmement et surtout, les morales rattachées à un décret ou impératif mystérieux se trouvaient utilisables par ceux qui prétendaient promulguer ce décret et représenter le pouvoir mystérieux. En d'autres termes, les morales furent toujours, ou se transformèrent toujours en instruments de domination, par une caste ou une classe sociale. Marx a montré de 100 façons qu'il n'y eut jamais des morales de maîtres et des morales d'esclaves, mais des morales établies par les maîtres pour les esclaves. Les conditions d'existence sanctionnées par les morales permettaient toujours cette domination, que la formulation morale venait ensuite couronner, sanctionner et parachever. Lorsque les asservis arrivaient à introduire dans les mœurs et les morales les valeurs propres, par exemple le respect et le culte du travail dans l'époque moderne, ces valeurs bientôt se métamorphosaient en instruments d'exploitation. Pour leur propre compte, les maîtres se sont toujours tirés d'affaire. Ils savaient interpréter les obligations morales ou s'en affranchir décidément lorsqu'elles les gênaient. C'est pourquoi toutes les morales passées tournèrent en pharisaïsme ou en immoralité pure et simple. La morale a créé l'immoralité d'abord en rejetant dans l'immoral tout acte exceptionnel et en l'obligeant à s'accomplir dans l'ombre, dans la zone maudite de l'anormal. Et ensuite parce que les classes dominantes se passèrent toujours assez bien des valeurs qu'elles entretenaient à l'usage des opprimés. Le droit comme la morale a toujours sanctionné les relations et conditions existantes, de façon à les immobiliser et à les incliner dans le sens de la domination des classes économiques privilégiées et politiquement régnantes. L'aliénation morale ne s'est donc pas séparée historiquement, socialement, pratiquement des autres formes de l'aliénation. L'idéologie générale, le droit, la religion, etc. 2. Mais il serait absolument faux de n'attribuer au marxisme qu'une position négative et critique devant le problème moral. Il serait calomniateur d'attribuer aux marxistes une sorte de cynisme immoraliste alors que la critique dialectique s'en prend simultanément à la morale et à l'immoralisme passé, en montrant comment ils s'engendraient l'un l'autre. Le cynisme immoraliste se trouve chez les représentants littéraires, idéologiques et politiques de la bourgeoisie décadente, ou encore chez certains individus déclassés qui rejettent toute morale en même temps que la moralité établie. Le marxisme affirme qu'il faut aujourd'hui créer une nouvelle éthique, affranchie de l'aliénation morale et de l'illusion idéologique. Refusant de poser des valeurs en dehors du réel et cherchant par conséquent dans le réel le fondement des évaluations morales. Et d'abord, dans la société moderne divisée en classes, une de ces classes joue un rôle privilégié au sens profond de ce mot. C'est le prolétariat. Lui seul, par son action, peut mettre fin à l'aliénation humaine, parce qu'il la vit et la subit toute entière. Lui seul peut affranchir la société, et l'homme en s'affranchissant lui-même, parce qu'il subit tout le poids de l'oppression et de l'exploitation. En tant que classe opprimée, le prolétariat a longtemps accepté les valeurs morales qui lui étaient imposées et l'entretenait dans son affaiblissement. Résignation, humilité, acceptation passive, etc. En tant que faisant partie de la classe asservie, l'individu prolétarien trouvait dans la morale une compensation factice et une récompense illusoire. Il était un pauvre méritant, un brave et honnête travailleur lorsqu'il acceptait sans protestation les limites étroites de son activité. Enfin, en tant que classe opprimée, le prolétariat n'arrivait pas à créer ses valeurs propres, encore moins à les faire admettre. Le travail, et surtout le travail matériel, restait dédaigné. De même, sur un plan analogue, bien qu'un peu différent, les femmes restant asservies ou exploitées, la maternité n'a jamais été pleinement reconnue comme fonction sociale, ni le travail domestique comme un travail social. Le prolétariat ascendant se comporte donc tout autrement. Marx et les marxistes constatent ce fait et en montrent les raisons, c'est-à-dire la rationalité profonde. La classe ascendante se libère des valeurs illusoires et crée ses valeurs propres, son héroïsme, ses vertus. En tant que travailleur exploité et opprimé, l'individu prolétarien n'a besoin que de patience et de résignation. En tant qu'individu conscient de sa classe, donc du rôle historique de cette classe, cet individu a besoin de courage, de sens des responsabilités, d'enthousiasme. Il doit acquérir des connaissances multiples et considérer la lucidité dans l'action et l'intelligence des situations
comme des valeurs. Opprimé et consentant, l'individu prolétarien considère l'obéissance comme une vertu. Lorsqu'il agit dans la lutte économique et politique, la discipline et l'initiative, le sens des responsabilités deviennent pour lui nécessairement des valeurs. Il doit les acquérir, c'est pour lui une question de vie ou de mort. Il accède ainsi dans une sphère supérieure d'activité. Son apport consiste notamment en une éthique nouvelle qui résout, soit dit en passant, des problèmes en apparence insolubles. Par exemple, la nécessité d'unir la discipline collective avec l'initiative individuelle résout pratiquement, dans le domaine limité mais profondément réel de l'action, le vieux conflit de l'individuel et du social. Dans un article sur ces questions, Marx a dit que les vertus nouvelles sont encore plus nécessaires au prolétariat que le pain quotidien. 3. Abordons maintenant le problème général. Est-il possible de fonder sur le réel des valeurs humaines, de ne pas les laisser en dehors du réel dans l'idéal abstrait? Marx et le marxisme répondent oui. Seul l'idéalisme traditionnel, cette forme idéologique, métaphysique de l'aliénation humaine, plaçait l'idéal hors du réel, dans le vide, dans l'abstrait de l'irréel. Le réel n'est pas immobile, donné et tout fait. Il est devenir, donc possibilité. Le possible qui se lève aujourd'hui à l'horizon et qu'implique le devenir actuel, c'est l'épanouissement de l'homme. Si la résignation n'a plus de sens et si la passivité ne peut plus passer pour une vertu, c'est qu'autre chose devient possible. La puissance de l'homme sur la nature devient assez forte pour que d'ores et déjà, toute résignation se relègue d'elle-même dans l'irrationnel et l'absurde. Le marxisme n'apporte pas un humanisme sentimental et pleurard. Marx ne s'est pas penché sur le prolétariat parce qu'il est opprimé, pour se lamenter sur son oppression. Il a montré comment et pourquoi le prolétariat peut s'affranchir de l'oppression et ouvrir la voie vers toutes les possibilités humaines. Le marxisme ne s'intéresse pas au prolétariat en tant qu'il est faible, mais en tant qu'il est une force, non pas en tant qu'il est ignorant, mais en tant qu'il doit assimiler et enrichir la connaissance, non pas en tant qu'il est rejeté par la bourgeoisie dans l'inhumain, mais en tant qu'il porte en lui l'avenir de l'homme et rejette comme inhumaine cette vaniteuse bourgeoisie. En un mot, le marxisme voit dans le prolétariat son devenir et son possible. L'idéal sans idéalisme se trouve dans l'idée de l'homme, dans l'idée de son total développement et de son accomplissement. L'homme total, cette idée qui plonge au plus profond du devenir réel, fonde l'éthique nouvelle de deux façons. A. L'étude scientifique, physiologique, psychologique, pédagogique de l'être humain permettra de déterminer les conditions objectives de son épanouissement. Les lois de ce devenir humain se transforment sans contestation possible et sans difficulté théorique en règles d'action, en normes. Le fait humain ainsi déterminé et pris dans son mouvement ne peut s'opposer au droit. La règle technique fondée sur l'observation et l'expérience ne peut s'opposer à la valeur. Par exemple, une technique pédagogique permettant d'orienter le développement de l'enfant prend par cela même une valeur éminente. B. Comment avancer vers l'homme total? Par le dépassement des conditions d'existence actuelles. Sur le sens dialectique, assez complexe de ce mot dépassement, qui signifie à la fois abolir ces conditions et porter à un niveau supérieur le réel qu'elles limitent, il convient de consulter les traités spéciaux de logique et de remonter aux sources de la pensée dialectique, Marx et Hegel. Le dépassement ainsi connu implique un impératif social et aussi un impératif, c'est-à-dire une éthique à l'échelle individuelle. Que chaque individu se dépasse. Ce dépassement dialectique n'a rien d'une liberté arbitraire. L'individu qui croirait dépasser ses limites par sa fantaisie propre s'enfermerait au contraire plus étroitement dans ses limites. Se dépasser, c'est aller dans le sens du devenir, vers l'homme idéal. C'est donc participer de plus en plus largement à ce devenir, à ses possibilités dans tous les domaines. Le dépassement implique donc un impératif de connaissance, d'action, de réalisation croissante. Ainsi conçu, l'impératif n'intervient pas dans la vie et dans le réel. Il en sort, il n'est que l'expression éthique du devenir. C'est bien un idéal sans illusion idéologique ou idéaliste. L'individu humain comme l'espèce humaine se développe, et cela en un double sens. L'individualité se développe au cours de sa vie dans l'individu lui-même,
Mais l'individualisation de l'homme se développe dans l'histoire, étant un fait social et historique. Chaque époque eut son type dominant d'individualité. Dans ce développement social de l'individu se retrouvent l'enchevêtrement et les conflits de trois aspects ou éléments. Un élément naturel, vital et spontané, l'hérédité, l'ethnie, le tempérament physiologique et psychologique, les dons naturels, etc. Un élément réfléchi, culture, éducation, formation, expérience individuelle, sociale. Et enfin, un élément illusoire, erreur sur soi-même, compensation morale et métaphysico-religieuse, consolation, transposition idéologique, rêverie, abstraction. À chaque époque, l'élément illusoire, notamment moral, est venu compléter en apparence la réalité et donner aux individus l'impression d'un accomplissement total qui n'était qu'une duperie. Jusqu'ici, qui eut-il? Des ébauches d'individualité pleinement humaines, ébauches plus ou moins réussies suivant les époques, les chances, les dons spontanés. En particulier, dans l'individualisme d'origine bourgeoise, l'illusion idéologique, morale, métaphysique, religieuse a pris des proportions effarantes. Alors qu'il reste plus que jamais à l'état d'ébauche incertaine, l'individu se croit accompli. La société individualiste bourgeoise exalte l'individu et la liberté de l'individu. Mais sans cesse depuis un siècle, la littérature, le roman, la poésie avouent l'échec de l'individualité et se lamentent dessus. La bourgeoisie exalte l'individualité en apparence pour l'écraser en fait. C'est là une de ses plus profondes contradictions. Cet individualisme correspond d'abord à un fait historique, la libre concurrence du temps où se formait la société capitaliste, et ensuite à une idéologie mystificatrice. La bourgeoisie utilise son individualisme naturel pour disperser en une poussière d'individus et de consciences séparées les autres classes, notamment la classe pour elle menaçante, le prolétariat. La véritable individualité tendra vers l'homme total, vitalité naturelle épanouie et lucidité complète, capable d'action pratique et de pensée théorique, ayant dépassé les activités mutilées, incomplètes. Ce sera, dit Marx, l'individu libre dans une société libre. Sous cet angle, le communisme qui se définit déjà par le dépassement de l'aliénation humaine en général, se définit aussi par le dépassement de l'aliénation et des conflits internes de l'individu. Sur cette voie apparaissent déjà les premières figures de l'homme nouveau, qui dépasse le conflit de la théorie et de la pratique, de la vie spontanée et de la vie réfléchie, pour les unir en lui dans une synthèse plus haute. Ainsi, le marxisme renouvelle l'idée de l'homme et l'humanisme en leur donnant un sens pleinement concret. Il a bouleversé, révolutionné la vieille philosophie. Il a éliminé la pensée abstraite, contemplative, spéculative, en un mot métaphysique. Mais en même temps, il a accompli, en les transformant profondément, les ambitions de cette vieille philosophie, ses recherches sur la logique, la méthode, la théorie de la connaissance, la raison et l'homme.